Europe 1 matin. Il est 7h10 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, Emmanuel Razavi. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour Dimitri, merci de me recevoir. Bienvenue sur Europe 1, votre dernier ouvrage paru l'an dernier, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, c'est paru aux éditions du CERF. Alors ce régime des mollahs, il est en train de chanceler sous les coups de boutoir de l'armée israélienne qui depuis maintenant 5 jours mène une entreprise littéralement de décapitation des têtes pensantes et dirigeantes du régime, mais aussi de ses capacités nucléaires et balistiques. Mais les derniers événements, c'est ce départ précipité de Donald Trump du sommet du G7. Il est rentré à Washington, dit-il, pour suivre les événements et il a appelé à l'évacuation de Téhéran. Vous avez des contacts sur place, vous leur avez parlé il y a quelques minutes. Quelques minutes avant de rentrer en studio, en fait, avec vous, effectivement, j'ai eu des Iraniens qui m'expliquent que quitter Téhéran pour eux est hors de question. Alors, il y en a plein qui s'en vont, ça c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent de ce que vient de dire Donald Trump? Pour eux, ça veut dire que les Américains vont s'engager là? Ils comprennent que les frappes vont être extrêmement violentes et qu'il y a un risque de frappe en fait américaine. Mais ce qui vient de m'être dit en fait par une personne avec qui je viens de parler, qui est à Téhéran, il y a quelques minutes, c'est qu'on leur dit sur place de toute façon que les Américains vont venir bombarder en fait les populations civiles aussi intentionnellement. Le régime iranien dit c'est le régime qui fait effectivement sa propagande, sa communication intérieure. Après, il y a une réalité, c'est que de toute façon, si ça tape, il y aura des dommages collatéraux, même si les civils ne sont pas délibérément en fait ciblés. Il n'y a pas de guerre sans dommages collatéraux. Donc là, la peur est très importante. Je viens de discuter avec une personne qui me racontait en fait que des personnes âgées ne veulent pas quitter leur maison, ne veulent pas quitter en fait leurs appartements, et que dès lors leurs enfants, leurs familles restent auprès d'elles. Vous imaginez la tragédie en fait que ça peut être si ces gens sont frappés. Mais alors, dans quel état est l'Iran aujourd'hui? Vous avez écrit un papier très intéressant dans la revue Politique et Parlementaire. On apprend plein de choses sur l'état aujourd'hui du pays, de l'Iran. Alors écoutez, d'abord c'est un pays politiquement très fracturé, il y a beaucoup de règlements de compte qui se sont opérés ces derniers mois au plus haut niveau du régime entre ce qu'on appelle les réformateurs et puis les conservateurs. Bon, entre nous, c'est à peu près les mêmes en réalité, sauf que les réformateurs sont plutôt assez ouverts, si vous voulez, à des discussions, des négociations avec les États-Unis. Pour tenter d'obtenir un allègement des sanctions économiques. Oui, alors il y a une raison à ça, ça, c'est que les réformateurs, en fait, ils tiennent quasiment tout le business avec les gardiens de la révolution en Iran, et qu'aujourd'hui, si vous voulez, ils ne veulent pas voir le régime sombrer, ou si jamais il y avait un changement de régime, à ce moment-là, ils essayent de dire: nous sommes une partie de l'équation, on peut assurer la continuité de l'État iranien, en cas de changement de régime. Donc, discutez avec nous, évidemment, pour garder la mainmise, en tout cas, sur l'économie. Il y a un moral, je pense, qui est très affecté. Vous savez, une grosse partie des Iraniens, 2/3 des Iraniens, globalement, sont contre la République islamique d'Iran. Ils disent aux Israéliens: ce n'est pas nous qui sommes en guerre contre vous, c'est Ali Khamenei, le guide suprême. Si vous allez sur les réseaux sociaux en persan, encore cette nuit, c'était ce qui était dit par les Iraniens dans l'ensemble. Mais évidemment, il y a un sentiment aussi de peur, parce que les bombardements, quand on est évidemment sous les bombes, c'est très difficile. Moi, tous les témoignages que j'ai me parlent à la fois en fait de peur, aussi d'espoir. Ils espèrent que, évidemment, Israël va aller très vite. Ils attendent de savoir ce que vont faire les États-Unis. Surtout, c'est ça qui les inquiète. Quelle est la position de Donald Trump? C'est ce qu'on me demande. Alors, on est un peu dans ce qu'on appelle dans le sport le money time. Il y a des choses très importantes qui se jouent. Benjamin Netanyahou, ces dernières heures, a donné beaucoup d'interviews à la presse américaine. Il répète en boucle ce message. Il dit: aujourd'hui, c'est Tel Aviv qui est frappé par l'Iran. Demain, ce sera New York. Et il vient de dire cette nuit à la télévision américaine que tuer l'ayatollah Ali Khamenei mettra fin au conflit. Est-ce que vous pensez que véritablement le guide spirituel du régime iranien est une cible pour Israël? Est-ce que Benjamin Netanyahou veut faire tomber le régime des mollahs? Écoutez, je l'ai raconté, je crois, dans le papier de la revue Parlementaire. Il y a une réalité. J'ai eu quelqu'un en fait qui travaille pour ce qu'on appelle le Beit, enfin le bureau d'Ali Khamenei, il y a 3 jours, qui m'a dit: de toute façon, il parlait de lui, ils vont me tuer, ils vont nous tuer, en parlant des Israéliens. Il m'a dit: ils vont isoler de toute façon Ali Khamenei, ils vont en faire un loup solitaire et ils le tueront comme ils ont tué en fait Hassan Nasrallah. Le patron du Hezbollah au Liban. Voilà, qui était le patron du Hezbollah, effectivement, en fait, au Liban.
ce que je veux vous dire en fait aujourd'hui, c'est que au sein même, au plus haut niveau en fait du régime, de toute façon, il y a plus beaucoup d'espoir. Les gens n'ont pas le moral. De toute façon, je le vois bien. Il y a eu beaucoup de défections aussi. Il faut quand même pas l'oublier. Il y a une ambiance de fin de règne à Téhéran. Il y a une ambiance en fait de fin de règne en fait à Téhéran. Maintenant, les Iraniens, vous savez, c'est un peuple extrêmement nationaliste. J'en sais quelque chose puisque je suis d'origine iranienne. C'est vrai que si des populations civiles sont tuées, si vous voulez, massivement, il peut y avoir un changement d'opinion. Mais encore une fois, on n'en est pas là. Aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai entendu d'ailleurs sur d'autres ondes, aujourd'hui, on n'en est pas là. Moi, je vois quand même que les Iraniens, globalement, attendent d'Israël que ça aille très vite, qu'il y ait un changement de régime. Une chose que je voudrais dire, c'est pas parce qu'Ali Khamenei va mourir que tout va changer, parce qu'il faut les conditions d'une transition. Assurer la continuité, évidemment, de l'État. Qui à la place? Les réformateurs? Qui parmi les gens de l'opposition pour éventuellement combler le vide que laissera le régime? D'autant que Ali Khamenei, demain, s'il meurt, la Constitution prévoit de toute façon, que l'État continue de fonctionner. Il y aura, ça ne changera pas aussi vite que le dit Bibi Netanyahou, à mon avis. Emmanuel Razavi, vous avez été surpris ce week-end aussi de la manière dont d'autres médias en France, le service public notamment, a traité le conflit entre Israël et l'Iran. Qu'est-ce qui vous a choqué particulièrement? Écoutez, alors, moi, évidemment, je discute avec l'Iran parce que j'y connais évidemment beaucoup de gens. Je discute avec quasiment tous les groupes en fait d'opposition iranienne et je suis extrêmement surpris parfois d'entendre des gens dont je sais qu'ils ne sont pas en contact avec ces groupes d'opposition, qu'ils n'ont pas ces contacts en fait non plus en Iran. Si vous voulez nous donner en fait une information qui est plutôt en fait le relais de ce que raconte l'ambassade en fait d'Iran à Paris. Donc le régime iranien. Donc le régime iranien, mais il faut comprendre que le régime iranien, il fait de l'influence par le biais de ses ambassades en fait en Europe. Paris, c'est une place extrêmement importante en fait pour les services secrets, iraniens. Et évidemment, ils font passer des éléments de langage à volonté auprès des diplomates, auprès de certains chercheurs notamment, pour qu'ils les répètent sur les plateaux en fait de télévision ou sur les ondes radiophoniques. Donc, on est dans une guerre de toute façon de l'information. Mais vous avez entendu une tonalité anti-israélienne. Écoutez, alors. À l'occasion je vous remercie de me poser la question parce que je vais enlever ma casquette de journaliste, de grand reporter. Nous avons une histoire commune, les Iraniens, avec Israël depuis 2600 ans. Je le dis pour vos auditeurs. La population iranienne veut des relations apaisées avec Israël. C'est très clair. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux en fait iraniens pour s'en rendre compte, pour s'en convaincre. Je trouve que c'est un jeu très dangereux que jouent certains, si vous voulez, de continuer à essayer en fait de jeter de l'huile sur le feu. Il y a peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui se passera dans les prochaines 24 heures, mais il y a peut-être le moyen, si vous voulez, peut-être d'un changement de situation au Moyen-Orient. Il faut cesser de dire systématiquement que c'est Israël qui met en danger en fait le Proche et le Moyen-Orient. C'est l'Iran. La République islamique d'Iran menace de façon existentielle Israël. C'est une réalité. La population iranienne globalement veut ces relations apaisées avec Israël. Je le répète. Créer les conditions d'un changement de régime en Iran pourrait rebattre les cartes géopolitiques au Moyen-Orient. Merci Emmanuel Razavi. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran aux éditions du CERF. Votre papier à retrouver aussi en accès libre sur le site de la revue politique et parlementaire. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée. Merci à vous.